Voilà, donc je me présente. Enfin, Jean-Claude Bernardini au GBL. Je tiens effectivement aussi à remercier les organisateurs d'avoir invité le GBL et de nous donner la possibilité de partager une série de réflexions, je veux dire, avec les camarades aujourd'hui présents. Je ne vais pas rentrer, je veux dire, dans la longue histoire commune que nous connaissons tous au niveau de la sidérurgie, où nous avons partagé pas mal d'expériences communes sur, je dirais, les 2 derniers siècles. Je vieillis et je deviens un peu sentimental, et je me permettrai peut-être d'utiliser une image. On a tous eu quelque part, allez, une mère commune, mère M-E-R-E, avec accent grave, qui était l'Arbette, qui était composée de différents éléments. Enfin, je vois Nico, je pense à la Société Générale de Belgique, enfin, qui a cofinancé, qui a créé ou qui a financé la naissance de l'Arbette. Nous avons eu, je veux dire, enfin, Gondrange notamment, enfin, je veux dire, il y a eu des dépendances, il y a eu la SAR qui faisait aussi partie à un moment donné de l'Arbette. Je veux dire, cette mer-là nous a à un moment donné quittés. On a hérité d'une marâtre qui était Arcelor, et aujourd'hui on a un ennemi commun qui est, je dirais, le néolibéralisme d'un côté, et on a un combat commun à mener contre Mittal, ou ArcelorMittal si on le veut. Alors, je vais peut-être simplement revenir sur l'actualité luxembourgeoise, parce que, enfin, elle nous touche évidemment tous directement, comme elle touche les camarades de Florange, comme elle touche les camarades de Liège. Depuis une semaine, on nous a de manière en tout cas officieuse annoncé que le train à fil donc, de Sifflange continuerait à fonctionner jusqu'à fin d'année et serait définitivement, enfin à durée indéterminée, provisoirement arrêté à partir de l'année prochaine, quoi. Donc on se retrouve exactement dans le même scénario qu'on connaît, enfin, à Liège qu'on connaît à Florange, en rappelant tout simplement que les mêmes déboires entre guillemets ont commencé il y a plus ou moins un an, donc lors de la même période, et que Mittal maintient, ou ArcelorMittal maintient la logique qu'ils ont développée il y a un an, ils continuent à la maintenir, à l'appliquer aussi pour le Grand-Duché actuellement. Donc on a à côté de Sifflange qui va être arrêté pratiquement définitivement. Nous avons le site de Rodange qui depuis un an tourne au ralenti. Donc on a 2 trains qui tournent au ralenti, et à la rigueur, je dirais, ça se limite à une production de 2 semaines sur un train, d'une semaine sur le 2e train. Et on a une situation extrêmement paradoxale, parce que sur les 2 autres sites, donc Belval et Differdange, on n'arrête pas de battre des records de production, quoi. Donc je veux dire, la situation, elle est difficile à comprendre. Maintenant, on nous dit toujours que ce ne sont pas les mêmes types de produits, que la production de Belval et du Differdange n'a rien à voir, et c'est vrai avec la production Rodange-Sifflange. Enfin, on trouve ça quand même étonnant, en sachant qu'on bat des records à Belval et à Differdange, mais que probablement sur d'autres sites ailleurs en Europe, on attend des commandes, quoi. Donc je veux dire, là aussi, il y a un problème qu'il faudrait essayer d'aborder ou essayer de résoudre, en tout cas en commun, et de voir aussi au niveau d'un groupe comme ArcelorMittal, comment on répartit les commandes, comment est-ce qu'on fait fonctionner les différents sites, et comment est-ce qu'on essaye surtout aussi d'opposer un site à l'autre plutôt que d'essayer, ce qu'on faisait dans le temps, de répartir, je dirais, la production sur les différents sites. Alors, autre particularité du Luxembourg par rapport à la Belgique ou la France, donc on a ce que nous on appelle le périmètre, donc on a différentes usines, dont notamment la ligne de galvanisation à Dudelange, qui ne fait pas directement partie de la sidérurgie mais du périmètre. Dudelange va être mis en difficulté tout simplement par l'arrêt de Florange, puisqu'on dépend de matières qui viennent de Florange. On a les tréfileries, donc je pense Bettembourg et Bissen. On a une des 2 tréfileries qui risque d'être fermée à très court terme aussi, ou qui risque de rencontrer en tout cas pas mal de difficultés à très court terme. Quand je dis court terme, c'est dans le courant de l'année prochaine. Donc je veux dire, on est toujours quelque part dans l'œil du cyclone, et on ne sait pas très bien comment ça va se développer, comment ça va continuer dans l'avenir. Alors nous, on a, à titre d'information, donc fin octobre, nous avons une rencontre, donc ce qu'on appelle chez nous une réunion tripartite, avec le gouvernement, avec ArcelorMittal et avec les organisations syndicales. Lors de cette tripartite, on a mis en place deux comités de suivi. Donc il y a un comité de suivi des effectifs et un comité de suivi des investissements.
Et on doit normalement discuter du suivi effectivement des investissements, en sachant que Mittal a déjà annoncé que tous les investissements qui n'ont pas encore été entamés actuellement seront bloqués, quoi. Donc problème pour nous, parce qu'on a notamment sur le train 2 à Belval, on a eu la promesse d'un investissement de 150 millions. Et le chiffre de 150 millions, là j'ai entendu plusieurs fois, on l'a entendu à Liège, on l'a entendu à Florence, chez nous aussi. Donc 150 millions, mais qui sont pour l'instant, je veux dire, hypothéqués, qui restent avec un point d'interrogation et on ne sait pas si ce sera réalisé et quand ce sera réalisé. C'est évidemment important parce que sans cet investissement-là, le site de Belval, je veux dire, on n'en a plus pour des années non plus, quoi. Donc on peut se poser une série de questions. Troisième point qui va être discuté, et j'arrive peut-être à la partie qui me semble la plus importante de ce que je voulais partager avec vous. Donc, troisième élément qu'on va discuter lors de cette tripartite, c'est un audit qui a été réalisé sur base d'une étude réalisée, donc faite par l'OGBL. Cette étude a été remise au ministère de l'économie, qui a fait auditer notre étude, et étude qui dit, comme ça a été fait à Liège, comme ça a été fait sur d'autres sites, étude qui dit tout simplement que le site de Rodange et de Chifflange sont viables, que économiquement, quelque part, ça ne donne pas une raison de l'arrêter ou de les fermer, et que ce qui est encore pire par rapport à Gondrange ou par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, Chifflange peut être redémarré sans quasi investir quoi que ce soit. En disant qu'il faudrait refaire une maintenance parce que le site est à l'arrêt depuis 1 an, donc il y a des dégâts, etc. Mais ça peut redémarrer sans gros investissements. Et on a dans notre audit, on a 2 ou 3 schémas où il y a le schéma zéro investissement au démarrage, il y a un schéma petit investissement et grand investissement. Donc on se retrouve, peut-être pour Nico, l'audit a été réalisé par la Place Conseil, donc qui n'est pas nécessairement un grand copain des organisations syndicales. Mais bon, à partir du moment où il est d'accord avec ce qu'on dit, on ne va pas remettre en question son analyse, évidemment. Alors, par rapport à ce qu'on attendait, j'espère par rapport à ce qu'on attendait de moi, donc de situer un petit peu la sidérurgie luxembourgeoise dans la grande région. Donc, au-delà du petit moment sentimentaliste, je pense qu'il y a une série de réflexions communes, il y a une série de réflexions communes qu'on doit mener. Il y a une série de défis communs, et il y a, je pense, aussi une série de solutions communes, quoi. Alors nous, de notre côté, ce qu'on a essayé de faire avec, je veux dire, nos petits moyens de syndicats quand même combatifs luxembourgeois, on a essayé de réfléchir, avec nos tripes sur la situation actuelle, on a essayé de réfléchir sur, par exemple, les défis qui nous attendent dans un laps de temps assez approché. Alors, on s'est d'abord dit, au-delà des traditions sidérurgiques importantes qu'on connaît dans la région et que nous partageons dans la grande région, il y a peut-être des défis communs. Un des défis communs, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est la production d'acier qui se délocalise de plus en plus ou qui se renforce de plus en plus dans les pays émergents. Donc les pays émergents qui continuent ou qui commencent ou qui continuent à produire de plus en plus d'acier. Au-delà de cet aspect-là, il y a ce que certains appellent la dette financière, ou la crise financière, ou la crise des dettes, peu importe comment on l'appelle, qui a comme conséquence actuellement une politique d'austérité qui est menée un petit peu partout et qui entraîne une baisse de la demande, y compris au niveau de l'acier, y compris au niveau de produits consommables. Il y a un troisième défi commun qui est le défi de la productivité. Donc nous sommes de plus en plus confrontés à des situations. Donc si à Belval on investit, si jamais on investit les 150 millions, on sait déjà aujourd'hui que ce sera accompagné d'une diminution de l'emploi. Parce que ce seront des investissements qui vont apporter des gains de productivité et que ça se fera malheureusement quelque part aussi sur le dos du nombre de salariés. Autre défi, c'est le défi de l'innovation technique, technologique, nanotechnologie, etc., écotechnologie et, je dirais, la formation du personnel qui en découle. Et un grand défi, je l'ai évoqué en passant, c'est évidemment Mittal, ou ArcelorMittal, où la question qu'on se pose, et là c'est aussi notamment avec au niveau de la coordination syndicale
avec les camarades belges et français, la question sur est-ce que Mittal traverse simplement une situation de crise conjoncturelle ou est-ce qu'au niveau de Mittal, on peut parler d'une crise structurelle, quoi. Et on a de plus en plus l'impression que chez Mittal, il s'agit d'une crise structurelle, que l'enjeu est tout à fait différent que d'attendre simplement une reprise économique, mais que Mittal se délocalise ou se déporte de plus en plus donc, vers les mines, vers les matières premières, et tout ça dans un contexte, comme ça a été évoqué, un contexte qui reste une réflexion de base typiquement financière et non plus industrielle. Au-delà des quelques réflexions et des questions qu'on s'est posées, on s'est dit, bon, ok, il y a peut-être des questions, il y a des réflexions à mener, il y a des défis à relever, mais il y a peut-être aussi des atouts dans cette grande région. Et on a des atouts communs sur lesquels on devra s'appuyer par rapport au combat qu'on veut entamer. Alors, un des atouts, il a été évoqué, donc je ne vais plus en reparler, c'est effectivement que malheureusement, peut-être, mais dans ce cas-ci, heureusement, dans la grande région, on est des grands producteurs de ferraille qui peut être recyclé, qui peut être réutilisé, comme Jacques l'a expliqué, donc au niveau des différents aciéries ou au niveau des fours électriques. Et il y a largement assez de ferraille dans cette grande région, enfin ferraille qu'on exporte d'ailleurs de plus en plus, il y a assez largement de ferraille dans la grande région pour alimenter un four à Gondrange, pour alimenter le four de Chifflange et pour alimenter encore d'autres fours. Donc je veux dire, même si l'idée est de repartir sur des fours électriques, il n'y aura pas de concurrence entre les sites, malgré, je veux dire, ce que Mittal ou ArcelorMittal peut parfois raconter, quoi. Autre atout qui nous semble important, dans la stratégie Mittal, on parle de plus en plus des sites maritimes par rapport aux sites continentaux. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qui existent, au niveau de la grande région, nous sommes tous maritimes. Je veux dire, on est liés aux deux plus grands ports européens, Anvers, Rotterdam, et ils sont à 3 heures de route de la grande région. Il faut peut-être un peu plus de temps en camion ou en train, mais on est quand même près de ces deux grands ports, donc ça ne devrait pas non plus poser de problème au niveau de l'achèvement des matières, etc. Et alors, troisième élément, qui me semble quand même, il y en a d'autres, mais un troisième élément qui me semble évidemment important aussi, c'est que dans la grande région, nous avons les compétences. Nous avons les compétences aussi bien en termes de centres de recherche qu'au niveau des formations, des centres de formation. Enfin, je pense égoïstement à notre centre à Differdange, mais je pense que dans les autres régions, il y a aussi des centres de formation. Et nous avons aussi le personnel. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que dans la sidérurgie, un des éléments le plus importants et qui contribue le plus à faire des produits de qualité, c'est effectivement le personnel. Alors, au-delà de la réflexion, donc, où on se pose une série de questions sur les défis, au-delà des atouts, il y a peut-être des solutions à trouver, quoi. Et là aussi, notre réflexion, elle a porté sur différents niveaux. Il y a le niveau purement régional ou local, enfin je dirais national chez nous, donc luxembourgeois. Il y a le niveau grande région, il y a le niveau européen. Alors, notre constat, c'est quelque part de dire qu'au niveau européen, et ça va tout à fait à contresens évidemment de tout ce qui se passe actuellement, au niveau européen, il faut absolument que le monde politique reprenne la maîtrise des paramètres économiques et infléchisse la dynamique actuelle, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut quitter le court terme ou les réflexions à court terme, qu'il faut non plus se concentrer sur des résultats financiers à court terme comme on le fait actuellement, je veux dire chez ArcelorMittal. En d'autres termes, qu'il faut mettre fin quelque part à une politique libérale ou néolibérale comme elle est menée actuellement. Il faut aussi au niveau européen et au niveau des pays se doter d'une réelle politique industrielle, ce qui n'est pas le cas au Grand-Duché. Je pense que ce n'est pas vraiment le cas non plus dans la grande région. Et en Europe, on a bien du mal à parler. Quand on a eu des réunions avec les représentants de la Commission, on avait l'impression qu'ils étaient en train de découvrir qu'il y avait toujours une industrie en Europe. Et on se demandait quelle base concrète ils avaient pour mettre en place une politique industrielle cohérente, quoi. Il faut, dans cette politique-là, il faut intégrer différents éléments. Et je ne vais pas insister sur trop d'éléments, mais il faut des règles. Il faut des règles claires et nettes et précises. Et celui qui ne respecte pas la règle, il doit être puni. Je veux dire, sinon, ça ne sert à rien. Il faut aussi des règles claires et nettes au niveau de ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise. Donc, il faut augmenter
ou améliorer qualitativement le dialogue social, peu importe comment on l'appelle maintenant chacun dans son pays, mais il faut donner plus de droits, je dirais, aux représentants des salariés, et il faut réguler le marché. Je veux dire, on ne peut plus laisser un libre marché fonctionner comme il fonctionne actuellement. Il faut peut-être penser à réinstaurer des règles. Enfin, au niveau d'industriel, au niveau de la Fédération européenne, on a remis sur la table l'idée de quelque chose qui pourrait ressembler à l'ancienne CK. Enfin, je veux dire, peu importe le nom, ce qui compte, c'est les outils qu'on va donner à cet organe, c'est les objectifs qu'on va lui donner et surtout les moyens qu'on va lui donner pour fonctionner et pour faire efficacement son travail. Alors, dernier point, en espérant que je ne déborde pas trop, dernier point, et on a eu du mal, je veux dire, à travailler sur cette idée et à essayer de la concrétiser. Donc nous, on demande, et on l'a fait dans une résolution, enfin, lors d'un mini-congrès qui a eu lieu le 22 septembre, on demande quelque part que l'État se réapproprie, donc on ne parle pas de nationalisation, on joue un peu sur les termes, mais on demande que l'État ou la collectivité se réapproprie la propriété industrielle. Alors ça peut se faire, enfin, soit comme on l'a fait dans le Zard, là, en Sarre, donc par le capital ou par des minorités de blocage au niveau du capital. Ça peut se faire par n'importe quel moyen, je dirais, mais il faut définitivement que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt d'une entreprise ou d'un actionnaire. Bon, une autre piste que nous avons évoquée, c'est celle qui rejoint la piste française, donc d'éventuellement obliger de vendre ou de céder une entreprise quand elle est bénéficiaire ou quand on peut démontrer en tout cas qu'elle est bénéficiaire. Et c'est là-dessus, je veux dire, qu'on va aussi travailler ou insister lors de la réunion tripartite qu'on aura avec notre gouvernement. Le 22, on a édité ou adopté une résolution que je vais remettre à Jean-François, je veux dire, et qui pourra être... elle est aussi sur notre site internet, elle est sur différents sites internet, donc je dirais, elle peut être consultée à ce niveau-là aussi. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing et je vous remercie.